des objectifs du décret tertiaire. Ils l'ont fait, ou en tout cas ils sont en bonne voie, ils ont lancé la dynamique et nous allons avoir ce retour d'expérience avec chacun d'entre vous. Et à la fin de l'échange, je vous proposerai de réagir, de poser vos questions et de partager aussi votre expérience. Nous commençons avec vous, Natacha Le Cerf-Noël. Vous êtes directrice du syndicat intercommunal, je le dis en toutes lettres, d'énergie des communes de Flandre, donc ça se passe en Flandre, qui regroupe 98 communes de l'arrondissement de Dunkerque, mais pas Dunkerque. C'est ça, juste autour. Ça fait 200 000 habitants. Racontez-nous ce que représente pour vous le décret tertiaire. Est-ce que ça a vraiment été un boost? Et comment vous accompagnez aujourd'hui les collectivités qui sont dans votre syndicat? Bonjour à tous. Alors effectivement, donc notre syndicat, Territoire d'énergie Flandre, porte une démarche d'accompagnement de ces communes adhérentes dans la rénovation du patrimoine public bâti depuis 2014. Donc c'est quelque chose qui est bien antérieur aux démarches actées ou aux décrets tertiaires. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le programme acté depuis son origine, donc acté 1 pilote, puis acté 2 et maintenant acté plus, nous a permis de passer à la vitesse supérieure, d'accélérer, de massifier les projets à la fois de conception et ensuite de rénovation du patrimoine public bâti. Et puis cela, c'est concomitant au décret tertiaire, aux nouvelles obligations qui viennent peser sur nos communes. On a fait le choix au syndicat d'accompagner les collectivités qui le souhaitaient dans notamment la plateforme Opéra, des choses comme ça, donc avec l'aide de nos économes de flux. Juste pour illustrer, on a accompagné une petite trentaine de collectivités, communes et intercommunalités, dont les déclarations sur la plateforme Opéra et dont l'accompagnement à l'appropriation du décret tertiaire. Vous avez mis en place un webinaire, par exemple, très, très concrètement, pour leur expliquer quels étaient les objectifs, comment on pouvait se situer sur la trajectoire. Oui, tout à fait. On a divers niveaux d'outils pour s'adresser à nos collectivités. On a notamment donc mis en place avec un de nos élus référents et nos économes de flux des webinaires d'information, à la fois à destination des personnels techniques des collectivités, mais également dans les plus petites communes, parfois à destination de l'adjoint aux travaux. Et puis, on met en place aussi tout un système de visite terrain. Donc, l'idée, c'est de donner envie de passer à l'acte, en voyant que la commune d'à côté a pu passer à l'acte, a réussi sa rénovation, donc pourquoi pas moi. Et puis on a également mis en place un système de formation à destination des personnels de terrain de nos communes, notamment des formations sur tout ce qui est appropriation aux économies d'énergie, à gérer sa chaudière, des choses comme ça. Rapprochez bien le micro parce que j'ai peur qu'on ne vous entende pas bien jusqu'au fond de la salle. Donc 30 sur 98 communes, c'est ça pour l'instant? 30 parce que les toutes petites n'étaient pas éligibles au décret tertiaire. Okay. Par contre, toutes les communes éligibles quasiment sont venues avec nous. Bon, vous êtes sur la bonne trajectoire quand on dit ils l'ont fait, ça va le faire? Alors, grâce au programme acté, on a déjà audité énormément de bâtiments. On en a rénové aussi un nombre certain. Peut-être qu'on pourra donner quelques chiffres. Dans un deuxième temps, voilà. Exactement. Ouais. Donc, oui, on a une trajectoire qui s'est fortement accélérée, notamment grâce au programme acté. Néanmoins, je ne suis pas persuadée qu'on atteindra tous les objectifs, notamment parce qu'on a des communes qui ont un très, très riche patrimoine et un patrimoine qui est très ancien. Bon, et vous avez quelques chiffres du coup en guise d'introduction avant de passer des exemples tout à l'heure dans un deuxième temps. Vous aviez envie de nous partager quelques chiffres maintenant? Peut-être vous dire que dans le cadre de Acté 1, on a accompagné 60 bâtiments et dans le cadre d'Acté 2, 35 bâtiments en audit et on a également accompagné une trentaine de bâtiments en rénovation, donc par le biais de l'aide à la maîtrise d'œuvre. Et si on se projette un peu plus, vous en avez d'autres dans les tuyaux? On en a un nombre tout à fait conséquent qui ont été déposés dans le programme Acté Plus Chaîne avec nos collègues donc, en région, à savoir le territoire d'énergie Somme, le syndicat d'énergie de l'Oise et le syndicat d'eau et d'assainissement Sian-Siden-Noréade. Donc c'est en bonne route. Alors on vous retrouvera tout à l'heure avec des exemples. Philippe Hick, alors vous êtes directeur général des services du syndicat Territoire d'énergie Var. Nouveau nom, hein, c'est ça? Et oui, un tout nouveau nom. Tout nouveau nom, qui est plus explicite, il faut bien le dire quand même. Hein. On comprend tout de suite de quoi on parle. On comprend mieux de quoi il s'agit maintenant pour nous, c'est vrai.
Vous exercez, enfin le syndicat exerce des missions pour le compte de 143 communes, ça représente 600 000 habitants. Alors de votre côté, comment s'est mis en place le décret tertiaire? Quelle dynamique vous avez lancée autour de ce décret? Alors effectivement, j'ai un ancien collègue directeur du syndicat d'énergie dans la salle, et il se rappellera que quand on a commencé à parler du décret tertiaire, il y a quelques années en arrière, le texte venait de sortir et je me suis intéressé à ce document. Mais il faut savoir qu'avant de s'appeler syndicat territoire d'énergie, on s'appelait syndicat mixte de l'électricité du Var. Comme quoi on voit l'évolution. Et à l'époque, on se demandait bien pourquoi on regardait ce décret tertiaire dans les réunions de directeurs de syndicats d'électricité. Et puis on a compris qu'il fallait qu'on s'implique, fortement. C'est ce que dans le Var, moi j'ai souhaité faire avec l'appui des élus. On a souhaité apporter une ingénierie aux collectivités d'abord, leur faire connaître bien sûr les impacts du décret tertiaire, parce qu'ils sont concernés bien évidemment au premier chef sur les bâtiments publics. Voilà. Ils ont des objectifs à atteindre, je ne vais pas les reprendre, tout le monde les connaît, mais voilà, en termes de performance. Et donc, il a fallu que je m'intéresse de très près à ce décret tertiaire, et donc rentrer, comprendre et faire de la formation, informer. Et puis aujourd'hui, on est bien même allé plus loin, puisqu'aujourd'hui, on réalise des audits. Donc vous avez des outils que vous avez mis en place pour les accompagner, pour les aider. Oui, bien sûr. Alors, ça a été évoqué, mais tous les conseillers, les outils de gestion, de gestion des consommations, tout ça, ça a été mis en place. On a mis de l'ingénierie, fait des consultations, géré des marchés, parce que aujourd'hui, quand on parle de la difficulté de se lancer dans un programme de rénovation, ça commence par l'ingénierie. Il y a des grosses communes, certes, qui ont des gros moyens, mais on travaille aussi avec la métropole, par exemple, donc ça ne veut pas dire comme quoi, mais c'est l'ingénierie qui pose problème, parce que il faut quand même le sortir, un programme comme ça demande de la coordination, de la gestion, de la connaissance, et donc le syndicat s'est positionné en tant qu'appui à ces collectivités. Et vous avez créé un service transition énergétique qui vous aide beaucoup? Ah oui. Oui, tout à fait. Écoutez, j'avais embauché à l'époque un jeune ingénieur qui au départ s'occupait du contrôle de concession, qui est aujourd'hui responsable d'un service de 5 ingénieurs qui sont liés à la transition énergétique, dont les contrats ADEME, puisque nous sommes titulaires de contrats ADEME sur le photovoltaïque et le contrat chaleur. Et bien évidemment aussi, on vient d'embaucher récemment un jeune ingénieur spécifiquement pour les bâtiments, c'est-à-dire qu'il va s'occuper que des bâtiments. Et vous en êtes où alors dans les objectifs tertiaires? Est-ce que la dynamique est suffisamment enclenchée selon vous? Elle est bien enclenchée, puisqu'on est porteur de projets sur Acté+. On a regroupé 12 communes et 6 intercommunalités du Var, et on a déposé un dossier pour 3 900 000 euros de travaux quand même. Donc vous voyez qu'on est quand même pas mal impliqué sur le dossier. Et oui, écoutez, je pense qu'on commence à être reconnu dans cette... voilà. Et puis on est partenaire avec la Cofor-Alec, puisqu'on est aussi membre fondateur de la Cofor-Alec. Voilà, on est en synergie, on travaille ensemble, et ça c'est bien. Tout va bien, il n'y a pas de difficulté, Alors, oui, non, tout va bien globalement, mais il y a de la difficulté, bien évidemment, sinon ça ne serait pas rigolo. Il y a de la difficulté, c'est de la difficulté à trouver des partenaires et des prestataires déjà compétents, parce que ce sont des nouveaux marchés, voilà, on a affaire à des bureaux d'études qui sont un petit peu jeunes et qui manquent aussi d'expérience. Beaucoup de turnover dans les bureaux d'études, ça tourne beaucoup parce qu'il y a beaucoup de demandes et il y a peut-être pas assez de gens sur le marché. Donc ça pose un problème de qualification aussi. Voilà, on travaille là-dessus nous aussi, parce qu'on a quelques soucis sur la fiabilité ou sur l'estimation des dossiers, mais on travaille là-dessus. Alors, avant de passer la parole à votre voisin, économe de flux, ça vous aide bien, non, les économes de flux dans votre équipe? Oui, il en faut des économes de flux, bien évidemment. Ça, c'est la base aussi de Acté. Il faut quelqu'un qui soit capable d'analyser et de pouvoir comparer, analyser, détecter. Et ça, oui, bien évidemment, ça nous aide.
Alors, Alan Fontaine, merci beaucoup. Alan Fontaine, vous êtes économe de flux à l'Agence locale de l'énergie du pays de Fougères, donc direction la Bretagne. Votre mission est à l'échelle du département, donc plus large que le pays de Fougères. Vous accompagnez une trentaine d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Vous êtes partagé les différentes typologies. Vous, on est plutôt dans le voilà, sanitaire. Mais bon, c'est quoi? C'est les hôpitaux, les EHPAD, les foyers de vie, hein, Exactement, oui, c'est ça. Mais dans la deuxième partie, vous nous donnerez quelques infos sur les piscines aussi. Vous êtes renseigné parce qu'on devait avoir une intervention piscine. Oui, j'ai un collègue qui accompagne notamment la piscine de Fougères, donc je vais pouvoir vous donner quelques informations sur cela. Sur les piscines aussi et les hôpitaux. Et donc on verra aussi la façon dont les économes de flux travaillent aussi ensemble, les réseaux qui se créent pour partager les bonnes expériences. Peut-être dans un premier temps, rappelez-nous quelle est la mission d'un économe de flux, même si j'imagine que tout le monde est au courant dans la salle, mais ça fait bien de le rappeler. Oui, alors il y a plusieurs économes de flux qui sont différents. Pour ma part, moi, je m'occupe principalement du suivi administratif du programme acté. Donc moi, je porterai le programme acté de Charme, qui est dédié aux sanitaires et aux médico-sociaux. Et donc après, moi, je suis plus sur le terrain, donc c'est-à-dire que je réalise le suivi des consos énergétiques et des bilans énergétiques. Donc l'objectif, c'est de relever les surconsommations. On fait une moyenne départementale pour savoir lesquels surconsomment et lesquels sont des bons élèves. Ensuite, c'est aussi d'analyser l'enveloppe, d'analyser les systèmes pour savoir si les réglages sont bien faits. Des fois, on peut voir qu'il y a des possibilités de réduits qui sont possibles si on va de zone en zone, d'affecter les systèmes de chauffage par zone. Par exemple, les bureaux, on peut faire des réduits la nuit sur les EHPAD ou des choses comme ça. Ensuite, ce qui était important, c'est qu'il y avait un réel besoin dans les établissements médico-sociaux parce qu'ils n'avaient pas de suivi de conso énergétique en fait. Le décret tertiaire les a un peu incités à se pencher sur les kilowattheures parce qu'ils se faisaient juste un suivi des factures en fait. Il y avait juste des euros qui étaient en face du chauffage, des euros qui étaient en face de l'élec et on ne savait pas ce que c'était en fait, d'où ça venait. Donc c'est vrai que mon arrivée a permis de... Ça les a soulagés hein, quand même. C'est ça, exactement, ça les a soulagés. Ils étaient contents de me voir arriver, de dire enfin quelqu'un qui vient m'accompagner sur ces sujets, parce qu'ils étaient un peu laissés à eux-mêmes. Et c'est vrai que la plupart du temps, pour des EHPAD de 3000 m², c'est le directeur et la directrice qui s'occupent de tout gérer et qui gèrent notamment le suivi énergétique. Donc c'est-à-dire qu'il était... C'était la priorité qui venait après, parce qu'il y a d'autres priorités dans les établissements comme ça, notamment le respect de la santé. Donc après, moi, ce que je peux venir faire, c'est aussi instrumenter les bâtiments pour analyser concrètement la vie du bâtiment, savoir la réaction du bâtiment lorsqu'on applique des réduits, savoir aussi qu'on peut couper la ventilation, mais il faut faire attention que l'hygrométrie reste correcte et que le confort des résidents soit toujours là pour la qualité de l'air. Donc c'est là où on vient instrumenter, on met des capteurs pour vérifier que le bâtiment réagit bien à ces types de réduits-là. Après, il y a aussi l'accompagnement de projets de rénovation. Donc là, actuellement, sur le département, il y a une aide du département, justement, qui permet de financer à 50% les travaux de rénovation énergétique, avec un objectif du décret tertiaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet ambitieux qui se focalise sur l'enveloppe. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler d'abord sur l'enveloppe, sur les établissements qui sont très consommateurs, donc notamment les menuiseries, les TIE, les combles, les planchers bas. Et donc en gros, moi je viens les accompagner pour construire leur projet, construire le plan d'action, le plan de travaux et arriver devant le département avec un projet ambitieux dont l'objectif de moins 40%. Il y a Opéra aussi, c'est important. Oui, en effet, Opéra, là aussi ils étaient soulagés de me voir arriver parce qu'ils ne savaient pas du tout comment faire. Donc à chaque fois j'arrivais et je voyais qu'il y avait un peu les mêmes problématiques à chaque fois. Donc on a décidé d'organiser un webinaire Opéra dédié aux établissements médico-sociaux parce que c'est assez spécifique et on peut voir que les mêmes problématiques reviennent. Donc on a pu faire un webinaire et là je le vois encore réutilisé. Il y en a qui le regardent encore en disant ah oui, c'est comme ça qu'on fait. Vous en êtes où dans la trajectoire du décret tertiaire? Ça Là, va assez vite, selon on vient d'analyser, donc il manque encore les valeurs absolues pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, mais on voit qu'il y a une grosse marche à franchir. On voit que nous, on est à une moyenne départementale de 200 kWh par mètre carré, et donc l'objectif, ce serait de faire moins 40%. Donc c'est assez énorme. On voit que c'est un très gros objectif. Donc on sait déjà qu'il y a plusieurs actions rapides qui vont pouvoir être menées pour aller chercher 15-20%.
Et après, on sait qu'il va falloir travailler sur l'enveloppe pour aller atteindre les moins 40%. Donc on voit qu'il y a des gros travaux qui vont arriver très prochainement. Et là, moi, je sais que j'accompagne 7 établissements qui, là, vont travailler sur la rénovation globale de leur établissement. Est-ce qu'il y a assez d'économes de flux aujourd'hui si on prend tous les bâtiments qui sont censés être... Non, clairement pas. On voit qu'il y a un réel besoin, un réel accompagnement. Moi, j'accompagne environ 30 établissements sur le département. Il y en a 300 qui ont besoin d'être accompagnés. Donc il en faudrait, si on fait le calcul rapidement, il en faudrait 10 de plus. Donc vraiment, oui, il y a un réel besoin. Et encore, les 30 établissements, je ne les accompagne pas de la même manière. Parce qu'il y en a qui ont plus besoin d'aide, vu qu'ils sont très consommateurs, alors que d'autres, ils sont déjà... tout roule, en fait. Le technicien optimise déjà les réglages. Donc ça dépend. Donc oui, mais il y a encore beaucoup d'établissements qui ont besoin d'aide. Et on voit même pour les communes, en fait... moi, je sais qu'il y a un économe de flux qui vient d'arriver sur Vitré. Il est tout seul pour 50 communes. Donc, autant dire que... Ça va pas être simple pour lui. Non, ça va pas être voire simple. pas possible. Bon, donc, il faut former et recruter des économes de flux. Voilà le premier message. Enfin, voilà. Et comme on a une belle enveloppe pour ça va faciliter les choses. Merci pour cette première partie de témoignage. Pascal Genest, on prononce comme ça, j'avais un doute. Ou Oui, Genest, c'est ça, oui, tout à fait. Vous êtes directeur grand compte tertiaire public chez Saint-Gobain. Comment vous, à votre niveau, vous facilitez justement l'application de ce décret tertiaire, vous accompagnez les collectivités? Alors nous sommes un des maillons effectivement de cette chaîne, nous sommes donc un industriel et avant tout nous fournissons sur le marché des solutions industrielles innovantes, optimisées d'un point de vue économique, technique et environnemental. En fait, c'est l'ensemble de ces ingrédients qui vont permettre de réaliser, concevoir des projets, vos projets, pour un ensemble de segments de marché qui sont différents, puisque dans le public, on va parler de santé, on va parler de scolaire, on va parler des piscines. Donc il faut effectivement adapter l'ensemble de ces solutions pour les différents bâtiments. Et c'est un véritable enjeu. Avec une approche suffisamment globale pour être sûr que les résultats soient à la clé. C'est pas juste des travaux pour faire des travaux, qu'on a vraiment une réduction. Alors on a une vraie réduction. L'intérêt, c'est qu'on ne va pas raisonner simplement en matériaux, mais en systèmes et solutions, pour pouvoir vraiment amener la bonne méthodologie de rénovation sur le type de bâtiment en fait, parce qu'on va pas rénover effectivement une piscine comme on va rénover un établissement scolaire, ça va de soi. Donc on va aussi raisonner en différents lots. Par exemple, si je prends le lot des parois opaques, donc les murs, on va mettre en place effectivement des isolants haute performance. En fait, nous, on va plutôt privilégier les laines minérales et les fibres de bois. Concernant les laines minérales, nous pensons que la laine de verre est la plus adaptée pour massifier le plan de rénovation énergétique des bâtiments. Déjà, les usines sont en France, les fours sont électriques, on utilise à minima 40% de matière recyclée pour ce type de produit, et le produit est recyclable à l'infini, parce qu'il faut aussi penser effectivement à ce côté vertueux écologique sur la chose. Et puis, à juste titre, Guillaume tout à l'heure parlait effectivement du confort d'été. Eh bien, si je prends les parois vitrées, en fait, l'hiver, on cherche à s'isoler du froid. L'été, on cherche à se protéger de la chaleur. Et effectivement, il ne faut pas sous-estimer ce lot que sont les parois vitrées. Alors, il existe des solutions maintenant qu'on appelle ITR, isolation technique renforcée, avec du contrôle solaire, qui sont pour nous plus efficaces que le double vitrage classique. Ça permet d'économiser 2 fois moins d'énergie solaire et puis d'amener un intérieur frais et lumineux. Parce qu'on le subit tous en fait en été. Pour se protéger de cette énergie solaire, on va fermer les volets, on se retrouve dans une pièce opaque et on va solliciter la lumière artificielle, ce qui est une certaine aberration en plein été, d'engendrer des économies, mais de l'énergie complémentaire. Donc il existe maintenant des solutions, et pour la rénovation d'ailleurs énergétique des bâtiments scolaires, effectivement la solution ITR est une des solutions à mettre en avant. Pour à la fois faire des économies d'énergie, avoir un moindre impact carbone aussi, ça c'est évidemment c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre, quoi. Alors on a cet avantage effectivement, c'est d'avoir des solutions sur l'ensemble des différents lots et des différents segments de marché. À juste titre, effectivement, l'impact carbone, si on le juxtapose à l'ère 2020, est très important. Si on isole simplement juste un lot, que sont les gaines de ventilation, en général, les gaines de ventilation sont métalliques. Et ben, en le substituant à une solution qui va s'appeler par exemple Climaver,
eh bien, on va réduire l'IC construction, donc l'indice carbone construction, au moins de 5%. Ça se traduit en kilos, eh bien, on va faire une économie de 30 kilos sur un bâtiment qui en compte 800 kilos, simplement en isolant une partie. Et ça, c'est notre rôle, aux côtés des bureaux d'études, de les assister, de les guider. Et puis, c'est grâce aussi à vos remontées terrain et l'échange qu'on pourra avoir aussi avec les économes de flux, de faire bouger aussi nos solutions. Parce que Saint-Gobain n'est pas là pour sortir une solution purement, mais bien correspondre à vos attentes. On a quand même 550 ingénieurs et chercheurs au nord de Paris qui, au quotidien, font en sorte d'innover. Je parle aussi de qualité de l'air intérieur. Il existe maintenant des produits qui permettent d'absorber le formaldéhyde et d'améliorer effectivement le confort à l'intérieur des bâtiments scolaires. Donc c'est cet échange commun, et je parlais tout à l'heure de maillons, qui est très important. Vous arrivez à maîtriser les coûts, on a beaucoup parlé de pénurie des matières premières, d'inflation. Est-ce que vous arrivez pour les collectivités à ne pas que la facture flambe sur les travaux? Alors j'en ai pas la prétention, loin de là. Effectivement, on a subi l'inflation de la matière première en 2022, des hausses des coûts d'énergie qui ont malheureusement effectivement engendré des coûts pour la chaîne de la distribution, pour les entreprises et donc le client final. Et puis il y a le côté inertie qu'il ne faut pas sous-estimer, qui a eu des répercussions assez certaines auprès d'entreprises. Ce qu'on constate en tout cas sur le semestre 2023, sur ce premier semestre, c'est qu'il y a une certaine accalmie tant sur la hausse de matières premières, sur les coûts énergétiques, qui amène une stabilité tarifaire. Mais les prix restent volatiles et on peut préjuger de rien sur ce sujet. Autre point qui a été évoqué, la pénurie parfois d'artisans, d'entreprises pour faire les travaux. Est-ce que vous êtes en mesure, en tout cas à votre niveau, de fournir la demande qui va être normalement, on l'espère, exponentielle? Alors, au niveau des artisans et des entreprises, pour répondre sur ce premier sujet, déjà, il faut alimenter ces entreprises en matériaux. On a cette chance de pouvoir avoir, au niveau territoire national, plus de 2200 agences de distribution réparties sur le territoire, donc. Et nous avons au total 380 000 entreprises qui adhèrent à ces agences de distribution. Donc, en termes d'entreprises et d'artisans, on reste fourni. Oui, il en manque. Notre rôle aussi, c'est de former. On forme à peu près 10 000 entreprises par an et artisans dans nos différents centres de formation, parce que sortir des solutions, c'est une chose. Après, il faut savoir les mettre en œuvre et les appliquer. Et donc, pour la deuxième question, enfin, pour le deuxième point, anticiper, en fait, une rénovation énergétique dans les années à venir, c'est un challenge pour un industriel. Parce qu'en fait, monter une usine, ça nécessite d'immobiliser des capitaux. Vous avez après toute la partie administrative, permis de construire, la mise en chantier de cette usine, son démarrage de personnel, les outils. Donc tout ça, c'est un process long qu'il faut effectivement anticiper. Alors on a cette chance d'avoir pu anticiper, ne serait-ce qu'en 2019, dans notre usine située à Chemillé, dans le 49, qui fournit effectivement la laine de verre. Et aujourd'hui, on est capable de fournir l'isolation de 100 000 maisons par an. Donc, on peut effectivement aussi isoler et rénover les bâtiments publics. On est prêt pour ça. Nos usines sont en ordre de marche. Et à l'heure où je vous parle, d'ailleurs, nous avons une autre usine à Mably, à côté de Roanne, qui, elle, va doubler sa capacité en fibre de bois. Donc là, un isolant biosourcé. Et donc, on est capable aussi d'amener ces solutions. Merci beaucoup, Philippe Hicq. Vous souhaitez réagir ou rebondir sur ce qui vient d'être dit, puisque vous attachez notre attention sur ce... Je rebondirai sur la partie, effectivement, appel aux artisans et aux entreprises, parce que je l'ai dit tout à l'heure pour les bureaux d'études, mais donc nous, on passe des marchés. Hein, on a des mandats de maîtrise d'ouvrage, et donc on est chargé de passer des marchés. Et force est de constater que malheureusement, on manque de réponses. C'est-à-dire que parfois, on a des lots infructueux, parfois une seule offre. Donc, en tout cas, dans le Var, peut-être pas partout ailleurs, mais dans le Var, on manque de... C'est vrai aussi en Flandre. Hein. En Flandre aussi. Dans le Nord voilà. Également. Hein. Et en Bretagne aussi, c'est vrai. C'est un problème. Oui, c'est vrai aussi. Bon, Ouais. d'accord. Ça se confirme. Voilà. Tout comme la pénurie de profils techniques hein, pour nos syndicats, hein, la difficulté de recruter des profils techniques, quel que soit le domaine, hein, que ce soit l'économe de flux ou d'autres métiers techniques. On a déjà l'impression qu'ils sont attirés peut-être plus facilement par le privé que de venir vers nos structures publiques. Et puis on le sait, hein, par exemple dans notre groupement, le CIAN-CIDEN Noréade,
cherche à recruter un économe de flux depuis plusieurs mois sans succès. Donc c'est une vraie difficulté. Oui, Alan est très attaché à la Bretagne. Donc... Non, j'en sais rien, d'ailleurs je dis ça. C'est beau la Flandre. C'est vrai que c'est un gros sujet, le recrutement. On est aussi bien évidemment confronté à ce sujet. Dernièrement, on a ouvert un poste. En une semaine, les 2 candidats qu'on devait auditionner ont été recrutés. Alors c'est vrai que la fonction publique aussi, c'est plus comme avant, quoi. Je veux dire, avant, ma génération, quand on vous disait il faut qu'on rentre dans la fonction publique, aujourd'hui c'est plus le cas. Il y a une autre philosophie de l'emploi, donc les jeunes ne raisonnent pas de la même façon, ils sont intéressés par d'autres challenges et donc il faut en tenir compte. Voilà, il faut que nous, les collectivités locales, on tienne compte de ce problème. Ça veut dire qu'il faut qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, sur les sites professionnels, et puis quand on en tient un ou une, fuite, on le prend vite. Vous avez ce problème d'attractivité, Pascal Genest, à Saint-Gobain ou... Ah pardon, Alan, vous vouliez réagir. Je voulais réagir là-dessus. C'est en fait ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il faut mettre le salaire derrière. En fait, c'est ça qui est important. C'est que il faut attirer en fait ces profils-là, et c'est en mettant le salaire derrière. Et j'ai l'exemple de Vitré en fait où vraiment c'est ça qui a permis de faire franchir le pas. C'est vraiment on compare en fait, tout simplement. On compare les choix et on choisit en fonction de la qualité de vie et du salaire. Alors il est vrai qu'il y a des zones qui sont un peu plus riches que d'autres. Riches, je pense, en termes de personnes. La formation est essentielle et c'est là où nous accompagnons les entreprises pour laisser effectivement les techniciens se former sur les nouvelles solutions et méthodologies, parce que c'est là où est notre challenge. En France, on reste souvent sur des acquis constructifs, or que les solutions, elles changent, elles bougent, elles sont plus performantes, mais elles demandent une autre façon d'être mises en œuvre. Et donc, il faut aussi que ces entreprises laissent effectivement leurs techniciens se former à ces méthodologies. Est-ce qu'à ce stade, avant de passer aux exemples concrets, vous avez envie de partager quelque chose avec nous ? Moi, j'ai quelques exemples concrets. Justement. Ah oui, pardon. Sur justement la mise en œuvre des bonnes pratiques. Oui. En fait, c'est que souvent, on a reçu quelques offres pour faire de l'isolation par l'intérieur, par exemple, et il y avait trois réponses, et la commune se tourne souvent vers la moins-disante, parce que souvent c'est un problème d'argent. La moins-disante, ça veut dire que l'entreprise est moins bien formée, et on a eu le cas en fait où l'isolant était pas bien posé, il y avait 5 cm entre la fenêtre, et du coup il y avait un trou de 5 cm, et en plus de ça, la membrane de l'étanchéité à l'air était très mal posée en fait, les gaines n'étaient pas prévues, donc il faudrait la percer. Donc le test d'étanchéité à l'air, il est à refaire, donc tout est à refaire. Donc finalement, c'est là où il faut être très, très vigilant. Sur le choix, oui. Sur le choix, c'est très important. Et après, d'être vigilant aussi lors de la réalisation de travaux, de passer. Parce qu'en fait, souvent, quand on fait l'isolation par l'intérieur, c'est vite plaqué. Et donc, on peut pas voir, en fait. Donc, il faut être là le jour même où ils font l'isolation. Donc oui, c'est des points importants à vérifier. Merci. Oui. Pour rebondir sur ce que dit Alan, je pense qu'un des points importants du programme ACTE, c'est qu'on peut accompagner les collectivités sur la maîtrise d'œuvre. Il se trouve que, alors c'est pas forcément le cas dans toutes les régions, mais il se trouve qu'en région Hauts-de-France, à la fois le département du Nord et la région Hauts-de-France n'accompagnent pas du tout la maîtrise d'œuvre. Ils accompagnent la partie travaux, mais jamais la maîtrise d'œuvre. Et le fait de pouvoir valoriser le programme ACTE sur cet aspect-là, ça nous permet d'avoir justement un suivi de travaux amélioré et d'éviter d'avoir, comme pouvaient le faire parfois certaines communes par souci d'économie, l'adjoint aux travaux va suivre lui-même les travaux. Voilà, alors qu'il n'est pas compétent et formé à cette question. Le fait d'avoir donc la possibilité de valoriser la maîtrise d'œuvre, c'est avoir recours à un bureau d'études, un cabinet d'architectes professionnels spécialisés qui normalement est à même de suivre les travaux et d'éviter des malfaçons. Il est censé être garant quand même de la qualité. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est un vrai plus. En tout cas, sur notre territoire, ça nous a vraiment permis d'améliorer la qualité des travaux, puisque voilà, historiquement, les grands financeurs publics ne subventionnaient pas la maîtrise d'œuvre. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, vous souhaitez partager ? Oui, alors, juste madame au premier.
Bonjour, merci pour ces explications. J'ai une question pour Monsieur Fontaine. Dites-moi, un bâtiment qui a suivi des... Ah oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait juste, merci. Ioana Damian, architecte chargée d'opérations immobilières au ministère de la Justice. Et donc, j'ai un cas pratique. Donc, je suis une opération en administration centrale. Et eh bien, nous avons réhabilité thermiquement un bâtiment. On a reçu les travaux, mais on a des doutes sur la qualité, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Comment s'y prendre? Parce que tout de suite après, il y a une deuxième opération qui pointe son nez, qui est une opération d'agenda d'accessibilité programmée. Donc, est-ce que c'est, à votre avis, c'est bien d'attendre un an pour se rendre compte si le bâtiment respecte ses engagements, donc dans le cahier de charge, ou il faut dire, voilà, on suit tout de suite avec la deuxième opération de mise en norme d'accessibilité. Merci. Déjà, pourquoi vous avez eu des doutes, enfin, si vous pouvez garder le micro, pourquoi vous avez eu des doutes sur la réalisation des réhabilitations? Parce qu'en cours du chantier, on a vu qu'il y avait ce type d'écart de l'isolant par rapport aux menuiseries, les choses classiques qu'on observe. Après, comme vous avez dit, tout est replaqué très rapidement et du coup, on ne peut pas voir en fait. Exact. Oui. En fait, faut prendre si vous avez vu directement lors de la réalisation des travaux que l'épaisseur de l'isolant n'était pas suffisante, il faut agir tout de suite en fait. Il faut appeler l'entreprise, il faut appeler le maître d'œuvre et dire là c'est pas bon. Oui, mais c'était pas ça ma question. Là c'est fait, là c'est plaqué. Donc oui. Du coup, ma question est du point de vue stratégique, comment on s'y prend en tant que maître d'ouvrage? Est-ce qu'on dit oui on n'a rien vu, passons, faisons les agendas d'accessibilité ou Alors, vous avez peut-être la réponse à votre... voilà, passez le micro à côté. C'était une réponse aussi, monsieur, ou pas? Non, la question, c'est de savoir si les PV de réception de travaux ont été signés sans réserve ou avec réserve. Si vous les avez mis avec réserve, normalement, même si les travaux sont terminés, il doit revenir dessus, quoi. Enfin, ça, c'est logique. Je ne sais pas ça. Est-ce que est-ce qu'il y a eu des réserves dans les PV de réception de chantier? Alors, normalement, vous avez les outils pour. Moi, j'aurais une réponse aussi à apporter sur ce sujet. Oui. En fait, ce qui est important, c'est de faire une mesure de l'avant et l'après. On l'a fait là pour les hospices civils de Lyon, sur un bâtiment rénové et un bâtiment non rénové. Vous faites une mesure avant travaux et vous faites une mesure après travaux. Et même s'il y a une malfaçon, en fait, on va mesurer le confort intérieur de l'usager. Si on prend effectivement un établissement scolaire, on va mesurer du coup le confort des élèves et des enseignants. Et ce qui va permettre de voir, même s'il y a une malfaçon, qu'est-ce que ça engendre sur notre confort intérieur. Donc la mesure, dans tous les cas, pour nous, reste une solution, parce que c'est très difficile de suivre et d'être tout le temps au quotidien derrière les entreprises pour voir si effectivement ça a été fait dans les règles de l'art. Par contre, de mesurer 6 mois plus tard les solutions qu'on a choisies, si elles sont pertinentes, ça a d'une importance. Alors, le micro est déjà en main. Ensuite, on vous passe le micro à vous, monsieur, et on continuera sur la deuxième partie. Alors oui, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Arnaud Versavo. Voilà. Ah pardon, je croyais que le Arnaud Versavo, donc Sobre Énergie, groupe La Poste et Banque des Territoires. J'avais juste une question un peu générique sur le décret tertiaire et le dispositif de manière générale et comment vous avez pu le mettre en œuvre sur vos différentes collectivités. Ce que je souhaitais savoir, c'est, on fait une distinction un peu entre les deux phases du décret tertiaire, une phase d'initialisation où il y a toute une campagne dont vous avez parlé sur la nez de référence qui est définie pour l'ensemble des bâtiments tertiaires. Et là, effectivement, il y a la dimension opérate où on définit l'objectif de moins 40%, éventuellement l'objectif en valeur absolue s'il est disponible. Donc ça, c'est vraiment la phase d'initialisation. Moi, j'aurais aimé savoir où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de cette campagne d'initialisation, même s'il y a eu chacun, effectivement, certains ont été peut-être en retard, d'autres ont pris le sujet vraiment à bras-le-corps. Et puis la deuxième phase, que je l'appellerais phase 2, où on enclenche effectivement un plan éventuellement de travaux, d'identification de sites prioritaires, comme vous l'avez dit, et là l'économe de flux est effectivement critique et stratégique. Et donc là, où vous en êtes sur ces deux phases, donc la phase d'initialisation et ensuite la phase de mise en œuvre de travaux avec la mobilisation des budgets, comme vous l'avez expliqué sur les différentes parties prenantes. Voilà.
Natacha Le Sœur Noël vous répond. Alors bon, pour ce qui est de notre exemple, donc au territoire d'énergie Flandre, on a réalisé l'ensemble des données, de la rentrée des données historiques l'année dernière. Donc c'est Grégoire Kizura, qui est économe de flux chez nous ici présent, qui l'a fait pour le compte de nos communes et de nos intercommunalités. Il a actualisé les données aussi avec cette année, avec les données N-1, puisqu'il faut les actualiser tous les ans. Et de manière concomitante, on avait engagé des démarches de rénovation énergétique. J'ai envie de dire, on n'a pas attendu le décret tertiaire et les obligations sur la plateforme Opéra pour se préoccuper de la question. On a initié de l'accompagnement depuis 2014 et donc finalement on a déjà une dynamique de rénovation qui est engagée sur le territoire, un cercle vertueux de rénovation, des habitudes de travail, et puis ensuite une massification avec des audits supplémentaires. On porte également une démarche de schéma directeur immobilier, donc sur une de nos grandes communes, donc une commune de 25 000 habitants, où là on les accompagne sur cette démarche de schéma directeur immobilier, avec l'idée que peut-être tout le patrimoine de la collectivité n'est pas à conserver, qu'il y a peut-être certains bâtiments dont la collectivité peut se séparer. Et une fois qu'elle s'en sera séparée, elle pourra financer des travaux de rénovation sur les bâtiments dont elle a fait le choix de les conserver dans son patrimoine. Voilà à peu près où nous en sommes sur notre territoire. Oui, vous voulez compléter, Philippe? Oui, alors la partie, effectivement, la première partie est réglée chez nous. On a assisté toutes les collectivités pour aller sur Opérat, on a fait de la formation. Alors nous, ce qui nous arrange un petit peu, c'est qu'on est en plus, on fait de l'achat groupé d'électricité. Donc on est coordonnateur de commandes et donc ça nous permet d'avoir des mandats de la part des collectivités, ce qui nous permet de récupérer donc les consommations, les fameuses consommations sur les 5 ans d'arrière, et donc on a pu intervenir très vite. Donc ça c'était un petit bonus qu'on a apporté à nos collectivités et donc on a récupéré les consos. On a bien évidemment mis en place les outils de suivi, voilà, tout ça c'est en place. Il y a sur le premier acté 7 économes de flux donc, qui sont en place, qui ont aidé avec Opérat, etc. Et on a réalisé 312 audits énergétiques sur ce premier acté. Donc, je vois 7 économes de flux, ça, vous faites des envieux. Hein. Donc voilà. Et voilà, ça c'est pour la première partie. Et derrière, on est en phase de réalisation de travaux désormais. Une fois qu'on a fait ces audits, on fait les études de FESA et les missions de maîtrise d'œuvre. On accompagne les communes en tant que mandataire de maîtrise d'ouvrage, on a un mandat, et là on a commencé à travailler sur des bâtiments, on va je pense en parler tout de suite derrière. Voilà. Allez, une question et ensuite on passera à la deuxième partie de la table ronde. Oui, bonjour à tous, Laurent Arnaud, je travaille au CEREMA et je suis le responsable du domaine bâtiment. J'avais une remarque en fait pour rebondir sur la réponse de Pascal Geneste. J'aimerais une précision, quel type de mesure, le avant-après, comment vous le faites? Parce que effectivement, pour moi c'est une très bonne réponse, mais si mes connaissances sont suffisamment bonnes, la mesure elle n'est pas aussi simple, et je pense que ça par contre c'est fondamental de pouvoir garantir le gain en termes de performance énergétique. Je mets derrière aussi tous les systèmes de financement, de CPE et de tiers-financement qui vont engendrer pas mal de problèmes. Donc c'était un aspect de précision, sachant que je sais qu'il y a des travaux de recherche et développement qui visent à avoir cette mesure de la performance intrinsèque des bâtiments. Puis j'avais une question plus ouverte et pour tout le monde, et c'est vous encore qui l'avez évoqué, c'est la question de l'impact environnemental des solutions. On sait très bien que dans le cadre du décret éco-énergie tertiaire, cette dimension-là, elle n'apparaît pas de manière explicite dans le texte. On parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup, ce qui est très bien, bien entendu, mais la dimension environnementale, et vous l'avez soulevée en donnant... sur les ressources naturelles. Vous l'avez traité en donnant deux solutions et en la justifiant, et vous avez justifié les deux solutions, et je ne veux pas venir sur ce cas particulier, mais moi ce que je voudrais c'est vous entendre sur chacun de vous, dans le cadre de vos missions d'économe, de gestionnaire, comment vous prenez en compte dans les différentes solutions cette dimension environnementale, très concrètement. Merci. Merci pour ces deux questions. Je vais essayer d'être bref pour laisser la place. Pour la première, concernant la mesure, en fait, n'oubliez pas que nous sommes industriels. Donc, nous, l'idée, c'est plutôt de laisser la place au bureau d'études sur cette mission.
Mais comme on a cette chance d'avoir comme je disais tout à l'heure, 500 ingénieurs au nord de Paris, on a effectivement établi un appareil de mesure qui est capable de mesurer l'hygrothermie, la thermique, l'acoustique, la qualité de l'air et la luminosité. Et ça, c'est un ensemble de capteurs qu'on a benchmarké pendant 1 an et demi. On a essayé de chercher les meilleurs capteurs qui se faisaient au niveau Europe, voire monde. Et ce capteur, on va le mettre au plus près de l'usager. C'est-à-dire qu'une fois que le bâtiment est conforme, qu'il a suivi ses rénovations, eh bien ce capteur, on va le positionner à côté d'Alan, par exemple, et pendant 3 semaines, de façon tout à fait autonome, on va mesurer tous ces paramètres. Parce que mettre un simple capteur en haut d'un mur, en fait, ne serait-ce que sur un aspect thermique, peut-être qu'en haut du mur, il fait 28, peut-être qu'à côté d'Alan, il fait 19. Et donc, ça permet aussi, en complément avec un questionnaire, parce que l'humain est aussi essentiel, donc associer effectivement ce questionnaire humain et ce retour technique, ça permet de corréler et voir si on est bien dans un environnement sain et conforme à votre cahier des charges. Donc ça, c'est des solutions que nous avons, mais que nous ne souhaitons pas nous commercialiser. On souhaite le relayer après au bureau d'études parce que c'est leur métier. Parce que sinon, indirectement, je vais être jugé parti. Donc ça, c'est important. L'autre point environnemental, la rénovation thermique est une chose. Et c'est vrai que nous, on met souvent en avant la déconstruction de ces bâtiments avant leur rénovation. Et le recyclage des déchets du bâtiment est essentiel et il faut effectivement l'intégrer dans votre programme. Parce que quand vous déconstruisez, eh bien, trop souvent, les déchets finissent, dans le meilleur des cas, en déchetterie, mais souvent sont enfouis. D'accord ? Donc nous accompagnons la filière actuellement. On accompagne par exemple la ville de Paris. On a signé un contrat de partenariat où, pendant chaque été, avec les bailleurs sociaux, ils démontent environ 8000 fenêtres. Ces fenêtres-là, on les récupère et on les ramène en usine pour les fondre et en faire des nouvelles. Ça, c'est un intérêt à mettre effectivement dans vos programmes, parce que fait-on des déchets issus de la déconstruction? Parce que demain, les nouvelles solutions qui vont arriver, eh bien, seront composées de matières recyclées. L'idée, c'est, je rénove un bâtiment, mais dans une partie des constructions, je fonds et je refais un produit de la même facture qui va permettre d'isoler à nouveau ce bâtiment. C'est toute l'économie circulaire qu'on met en place sur... Exactement. Le simple exemple en termes de notions, là on peut récupérer 250 tonnes de calcin. Donc le calcin, c'est le vitrage qui est cassé. Et on va préserver 310 tonnes de matières premières non extraites du sol. Parce que pour faire un vitrage, il me faut du sable. Ben là, j'ai plus besoin de chercher du sable dans la terre, parce que j'ai mon vitrage déjà, avec tous ses composants. Donc j'ai juste besoin de le faire fondre. Et mon point de fusion, il est différent. Donc je vais faire économiser 180 tonnes de CO2 pour la planète, en parallèle. Donc c'est pour ça que la gestion des déchets, elle est primordiale. Est-ce que vous... Voilà, Alan Fontaine. Pour répondre notamment sur le point de vue environnemental, il y a un souci avec le décret tertiaire, c'est qu'en gros on raisonne en énergie finale. Et donc moi, il y a eu beaucoup de restitutions d'audit énergétique où sur un bâtiment de 9000 m², on me dit « Ah bon, on met une pompe à chaleur et c'est bon, on atteint les objectifs du décret tertiaire, tout simplement. » Moi je fais « Non, ça marche pas comme ça. Déjà, le COP, il sera pas idéal, les calculs théoriques sont bien beaux, mais en soi, en réel, ça ne marche pas. » Donc ouais, l'objectif c'était un peu, j'allais taper sur les doigts du bureau d'études pour dire « Non, vous me faites d'autres solutions et puis les systèmes, en plus, ça vient à la fin, ça vient pas dans le premier scénario. » Donc ouais, il y a vraiment un gros travail là-dessus à faire, notamment de sensibilisation, et c'est vrai que le décret tertiaire, il parle en énergie finale, donc il n'y avait plus le souci d'énergie primaire, donc c'était un petit souci là-dessus, et moi c'est vrai que je réalise plutôt des notes d'opportunité chaudière bois, parce que c'est vrai que les EHPAD ont une consommation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ils sont très pertinents pour du bois, ou des choses comme ça, même le solaire thermique. Donc ouais, moi je les oriente plutôt là-dessus, et c'est vrai que grâce à ça, on économise des tonnes de CO2. Merci Philippe. Rapidement, effectivement, lorsque nous présentons des audits, en fait, on fait plusieurs scénarios. On commence par, bien sûr, l'enveloppe, les combles, la toiture, les murs. Et puis on avance. On rajoute la production d'énergie photovoltaïque en autoconsommation pour nous permettre de diminuer aussi l'atteinte des objectifs du décret. Et enfin, le dernier scénario, c'est un scénario biosourcé qui permet à la collectivité, si elle veut s'investir, voilà. Donc ça, c'est notre manière de fonctionner sur le sujet. Et puis, pour continuer sur ce qu'on vient de dire, dans les marchés de travaux, on a aussi la possibilité d'inclure une clause d'insertion sociale. Alors, ça ne répond pas forcément tout à fait à votre question, mais je pense que c'est aussi important de valoriser la notion de développement durable oui, et ça, de réinsertion, sur les 3 piliers. Voilà, de réinsertion de certaines personnes qui sont éloignées de l'emploi ou en difficulté
quelle que soit la raison. Et donc, on a l'habitude, et je pense que mes collègues dans le Var doivent le faire également, d'insérer une clause d'insertion sociale dans nos marchés de travaux pour encourager nos entreprises prestataires à réinsérer du personnel bénéficiaire du RSA ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et on a d'excellents retours. Alors, bien sûr, on n'a pas 100% de retour à l'emploi, hein, mais on a des superbes histoires, hein, des gens qui dormaient dans leur voiture, qui, suite à un accident de la vie, et qui finalement, grâce à la clause d'insertion sociale, ont pu retrouver un métier, un travail, et puis retrouver une vie normale. Donc voilà, c'est aussi un aspect du développement durable que de prendre en compte cette partie-là. Donc vous avez vraiment des leviers avec ces clauses pour faire changer justement à la fois l'impact sur la planète, l'impact sur les gens aussi. Merci beaucoup. Gardez le micro, nous allons maintenant avoir un tour de table sur des exemples assez concrets et nous allons commencer par un exemple emblématique. Alors, il y en a plein d'autres, mais on en a choisi un pour que ce soit complémentaire avec la rénovation de cet hôtel de ville, patrimoine architectural, et qui a retenu l'attention de Stéphane Bern, quand même, on peut le dire. Alors effectivement, je peux vous présenter très rapidement donc l'accompagnement qu'on a réalisé sur la rénovation énergétique de l'hôtel de ville de la commune d'Onscott. Donc c'est un hôtel de ville qui date des années 1555. C'est le plus vieil hôtel de ville du département du Nord. Et donc, il était dans un état assez compliqué. Et donc, il est classé au titre des monuments historiques. Et donc, avec Monsieur le maire, on l'a accompagné donc, dans la rénovation de cet hôtel de ville. Alors, ce qui est intéressant à dire sur cet exemple, c'est que on peut faire quand même de la rénovation énergétique sur un bâtiment classé. Alors, c'est pas forcément facile. On a aussi fait le choix, par exemple, Monsieur le maire a fait le choix, par exemple, de ne pas chauffer certaines pièces. Il y avait une pièce qui s'appelait la salle des gardes. Elle n'est pas chauffée parce que c'est un peu l'hôtel des courants d'air. A contrario, les bureaux qui sont affectés au service administratif ont été entièrement rénovés et maintenant il y a un vrai confort pour le personnel, à la fois thermique, acoustique, etc. Donc sur ce projet, la rénovation a coûté entre 7 et 800 000 euros. Donc c'est un projet qui a été mené fin 2019, 2020, 2021. Ils ont eu la chance de pouvoir être accompagnés par la mission Stéphane Bern. C'était notre premier bâtiment accompagné dans le cadre de la mission Stéphane Bern. Et puis sur le plan de financement, peut-être rapidement, pour donner une petite illustration sur un bâtiment classé, on avait un accompagnement quasiment à 50% de la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, puisque le bâtiment est classé. On a eu un petit peu moins de 100 000 euros du département, un petit peu moins de 100 000 euros également de la région. Et puis la commune, outre Stéphane Bern, a fait du mécénat, donc du mécénat d'entreprise avec la Fondation Crédit Agricole, et puis du mécénat pour toutes les petites entreprises locales et les particuliers qui pouvaient venir abonder à hauteur de 20, 30 ou 40 euros la rénovation de l'hôtel de ville. Et puis pour le programme acté, nous on est venu accompagner le financement, notamment des frais de maîtrise d'œuvre, puisque j'en parlais tout à l'heure, pour nous c'est vraiment un point central du programme acté, l'audit puis les frais de maîtrise d'œuvre. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Nous passons à un EHPAD, puisque certains EHPAD sont aussi directement sous la compétence des collectivités. Quel retour d'expérience sur les agapantes à la Croix-Valmer? Ah oui, les agapantes à la Croix-Valmer, donc c'était une première grosse opération pour le syndicat. On a été donc sollicité par la commune qui a voulu très vite s'investir sur le décret tertiaire et qui travaille sur ces bâtiments. Donc c'est une opération qui a été réalisée l'année dernière. Et en fait, c'est un bâtiment qui fait 2700 mètres carrés. On a travaillé donc sur l'isolation extérieure sur ce bâtiment. On a remplacé la chaudière par des chaudières à pellet. Donc une 150 kW avec implantation d'un silo, les menuiseries, le chauffe-eau solaire pour l'eau chaude sanitaire, c'était important. Voilà, et donc c'est en service depuis l'année dernière. On attend d'avoir une année complète d'exploitation pour avoir un retour complet, mais c'est une opération très intéressante, financée à 60% à peu près entre tous les financements, DECIL, contrat régional ADEME, région, voilà, donc, et les certificats d'économie d'énergie, parce qu'on n'oublie pas qu'il
On le connaît bien celui-là dans le cadre d'Acté, mais on récupère derrière, nous on s'occupe de récupérer les certificats d'économie d'énergie, parce que ça aussi c'est des sources de financement que les collectivités oublient un peu parfois, soit parce qu'elles n'ont pas le temps, soit parce que ça demande de l'ingénierie aussi, donc voilà, on a travaillé là-dessus. Et oui, donc opération vraiment très très intéressante, ils sont très contents, hein. Il y a 150 résidents dans l'EHPAD, et on a réceptionné ça l'année dernière avec le président, et tous les résidents étaient satisfaits du confort, parce qu'en plus c'était juste avant Noël, on avait mis en marche la chaudière et on avait effectivement un ressenti, parce que le ressenti aussi est important, hein, puisqu'on parlait de mesures, mais le ressenti aussi est très important. Juste avant de passer à l'exemple suivant, peut-être Alan Fontaine, vous êtes spécialiste aussi de la rénovation des EHPAD. Est-ce que sur le sujet des EHPAD, il y a des particularités Oui, notamment le point de vigilance où il faut faire attention, c'est qu'il faut penser au phasage des travaux, parce qu'un EHPAD continue de fonctionner. Donc comment on fait ? Donc en fait la solution c'est de libérer deux chambres qui seront inoccupées, donc c'est quand même une perte de gain pour l'EHPAD, et donc on fait un roulement des chambres en fait pour faire l'isolation façade par façade, et on avance comme ça sur l'EHPAD. Donc c'est vraiment un point de vigilance auquel il faut faire attention. Juste un petit point complémentaire, on a atteint 44% d'économie sur ce bâtiment, donc on est objectif 2030. Parfait. Voilà. Deuxième exemple, un groupe scolaire. Alors on aura la table ronde dédiée aux écoles, mais peut-être quelques particularités de ce groupe scolaire. Lucie Aubrac au Touronnet. Oui, absolument. Il a fait l'objet d'ailleurs du Acté Tour, hein, parce qu'on était les premiers, je crois. Voilà. Et donc effectivement, opération très intéressante et alors pour nous très formatrice, d'autant que on sait qu'il y a un programme important de rénovation des écoles qui arrive, hein, qui a été annoncé par le gouvernement. Et nous, on a rencontré la préfecture il n'y a pas très longtemps qui nous a dit qu'ils allaient mettre le paquet sur le fond vert sur les écoles, hein, prioritairement. Donc voilà, pour nous, une très belle expérience. On a traité les menuiseries, cette fois-ci l'isolation intérieure, parce qu'on ne pouvait pas le faire sur l'extérieur. Une chaufferie bois, appelée aussi, avec un silo, cette fois-ci textile à l'intérieur. Une autoproduction photovoltaïque, donc ça c'était aussi intéressant. Et voilà, là aussi on est à 46% d'économie, donc voilà, 2030, on est déjà prêt sur ce sujet-là, et très intéressant. Alors la difficulté, effectivement, en termes, là, monsieur parlait du planning et de faire attention du phasage des travaux, alors là c'est encore pire, parce qu'on peut travailler que pendant les vacances scolaires. C'est d'ailleurs un des soucis de mon président, qui voudrait bien qu'on travaille hors de ces périodes, mais c'est difficile. Il n'y a que les congés scolaires, donc c'est compliqué. Il y en a déjà pas mal quand même. Pardon ? Des congés scolaires, je veux dire. Parce que si on fait encore plus de congés scolaires, ça va être compliqué pour les parents. Ça va être compliqué pour tout le monde. Mais donc voilà, donc c'est juillet-août, et puis juillet-août, août, les entreprises sont fermées. Enfin voilà, faut conjuguer tout ça. Ça, c'est un sujet important. Il faut arriver. On y est arrivé, hein, avec parce que le montant des travaux n'était pas faramineux, mais on a réussi à faire ça dans les congés, et on est très content. Là aussi, la commune très satisfaite. Merci beaucoup pour ce retour. Alors, Alan, également des exemples, et on va commencer par cette modélisation particulière que vous utilisez, que vous préconisez, la modélisation 3D. Est-ce que vous pouvez Oui, j'aimerais accentuer sur ce point-là. Notamment, nous, dans le 35, on réalise des simulations thermiques dynamiques, c'est-à-dire qu'on simule le bâtiment, comme vous le voyez là, dans l'audit énergétique, pour analyser le confort d'été. Et donc, c'est vraiment un sujet très important dans les EHPAD, dans les centres hospitaliers. Donc vraiment, on oblige ça dès aujourd'hui, et c'est vrai que ça fait le lien avec le cahier des charges Acté+, parce que le confort d'été doit être analysé maintenant. Donc ça permet de mettre en évidence les zones les plus sensibles en été. Et donc, on vient apprécier les différentes solutions. Donc, soit on remplace les menuiseries, soit on met un film solaire, soit on met des casquettes ou des brise-soleil, soit on pense aussi à l'inertie thermique des matériaux. Donc, c'est vraiment tous ces points-là qui sont chiffrés et analysés. Et avec les statistiques, on peut voir en fait de combien ça améliore le confort d'été, chacune des solutions. Donc, ça permet vraiment de comparer les différentes préconisations et de choisir la meilleure en fait pour le résident et pour l'usager. Ce logiciel, il est accessible. Enfin, il n'y a qu'un économe de flux qui peut s'en servir. Comment ça se... Alors, moi, je ne l'utilise pas personnellement. En fait, c'est lorsqu'on fait des audits énergétiques par des bureaux d'études, on met dans le cahier des charges qu'il faut qu'il réalise une simulation thermique dynamique. Et donc, c'est lui qui va simuler tout le bâtiment, c'est lui qui va faire le relevé. Et donc, en mettant les surfaces d'isolant présentes aujourd'hui, et donc, il simule en disant, tiens, si on met un film solaire ici, le confort d'été, il évolue comment ?
Voilà pour ce premier retour. Des exemples maintenant. Alors on a 2 exemples, hôpital et piscine. Ouais, donc il y a plusieurs types de bâtiments et c'est vrai que les centres hospitaliers sont assez compliqués parce qu'il y a eu plein d'extensions, plein de bâtiments anciens. Donc vraiment, un centre hospitalier, c'est vraiment particulier. Donc on se concentre souvent bâtiment par bâtiment et chaque bâtiment a ses préconisations. Donc c'est vrai que des fois ça va être simple parce que ça va juste travailler sur l'enveloppe, enfin simple, je pèse mes mots, mais donc c'est juste faire l'enveloppe, donc l'ITE, les menuiseries, les planchers ou les planchers bas, mais des fois comme le centre hospitalier de Fougères, ça va être un peu plus technique et on va faire mettre en place des sous-comptages et grâce à ça, ça a mis en évidence que c'est la ventilation qui consomme quand même pas mal et là où il y a une source d'économie vraiment forte de ce côté-là, et c'est-à-dire qu'en gros, on va venir remplacer les CTA et mettre des rendements d'échange de chaleur plus performants. Actuellement, c'est des échangeurs à roues, pardon, et on a un rendement à 30-40%, alors que si on met des échangeurs à plaque contre-courant, là, on va atteindre les 85% de rendement d'échange de chaleur. Donc ça permet de faire des économies de chaleur. Et après, on pense aussi à faire le zonage par zone, c'est-à-dire bureau, on va réduire la nuit et on rallume 1 ou 2 heures avant, selon les préconisations. Et aussi, il y a des cas particuliers où les blocs opératoires, où c'est un peu spécifique, mais on arrive quand même à trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on peut, déjà rien qu'en mettant un pilotage, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, on peut atteindre 20% d'économie, et après on peut même rajouter un mode veille, en fait, où il n'y a pas d'activité, et là on atteint les moins 50% d'économie d'énergie. Donc il y a beaucoup de solutions sur les centres hospitaliers, et c'est vrai qu'il y a aussi une grosse consommation d'eau chaude sanitaire, donc on travaille tout ça, et ça permet d'avoir un plan de travaux qui est assez conséquent, mais qui permet d'avoir une vision à long terme. Mais avant de passer à la piscine, dans tous les bâtiments, les écoles, les EHPAD, déjà, avant d'engager les travaux, il y a toute cette partie utilisation des locaux avec du bon sens en fonction de l'occupation. C'est ça, oui, c'est déjà voir quand est-ce que les personnes sont là, quand est-ce que les bâtiments sont utilisés, quand est-ce que les salles sont utilisées, pour qu'on optimise au maximum et qu'on adapte à l'usage en fait. Et on va le voir aussi pour la piscine, c'est la même chose, on adapte aux usages, on allume quand les personnes sont là. Donc avant de travailler sur l'enveloppe, il y a beaucoup de gains à faire sur les systèmes et les réglages des systèmes. Et parfois, vous me dites avec 500 € pour avoir une gestion un outil de gestion, on peut réaliser 500 € d'économie par an. Oui, sur les centres hospitaliers, c'est vraiment... On investit 500 à 1000 € pour régler et piloter la ventilation et ça permet de faire des gains énormes parce qu'avant la ventilation marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et donc on estime sa consommation et combien ça coûte par jour et on se dit mais en fait on peut diminuer par 2, diviser par 2 cette consommation-là. Allez, les piscines, puisqu'il ne s'agit pas de les fermer, mais au contraire d'apprendre aux enfants et aux plus grands à nager quand même, dans de bonnes conditions. Alors quelles sont les préconisations, les retours d'expérience? Alors il y avait un souci par rapport aux piscines parce qu'elles sont très consommatrices et c'est vrai que la première solution lors de la hausse des coûts de l'énergie, ça a été de baisser la température des bassins. Donc c'était une diminution de 2 degrés de la température des bassins, sauf que en fait on voit que ça implique une baisse de la fréquentation des bassins. En fait il y a eu un article qui a dit que dans les piscines de Rennes, il y a eu une diminution de 25% de la fréquentation suite à la baisse des températures. Donc, à contrario, la piscine de Fougères a gardé les mêmes températures, mais a préféré travailler sur l'optimisation des systèmes. Et donc, c'est-à-dire que les bassins sont restés à la même température et il y a même eu une hausse de fréquentation de 4,5%. Et en soi, grâce à tout ça, ils ont réussi à faire 60 000 € d'économie d'énergie juste en travaillant sur l'électricité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord adapté... 60 000 € sur l'électricité. Sur l'électricité, mais... Sur un an. Sur un an? De 2022 à 2023, de 2021 à 2022. Quand même. Okay. Pardon. Et donc en gros, comment ils ont fait ça? C'est les débits de ventilation. Ils ont juste adapté aux usages. Donc après, il y a des difficultés là-dessus parce qu'il faut y aller vraiment petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut vérifier le taux d'hygrométrie et que le confort des usagers reste là en fait. C'est vrai qu'à un moment, ils sont descendus un peu trop bas, donc le confort n'était plus là, le taux était trop humide, donc ils sont vite remontés. Mais comme ça, en allant à la limite, ça permet de faire des économies de 20% sur l'électricité. Donc rien qu'avec ça, on peut faire des économies qui sont quand même assez fortes. Ensuite, le deuxième gain, ça a été sur les animations. Alors, dans les piscines, il y a beaucoup de jeux à bulles, des jets d'eau, des tourniquets. Donc ça, c'est arrêté plus régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de 15 minutes. 15 minutes, ça marche, 15 minutes en arrêt. Pareil pour les toboggans. Il y a 2 toboggans. Il y en a un qui est arrêté et ça permet de faire en tout, sur toute l'animation, 10% d'économie sur l'électricité.
Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de solutions. Et la dernière, ça a été, oui, bien sûr, de mettre des GTB. Donc GTB, gestion technique de bâtiment. Donc c'est-à-dire qu'en gros, c'est gérer tous les différents automates. Donc pour toutes les animations. Il y a une animation pour le toboggan, une animation pour les jets d'eau. C'est toutes les GTB qui sont reliées à un même poste. Et c'est vrai que pour un changement de planning, par exemple, quand on passe d'un planning scolaire à un planning qui est non scolaire, du coup, lorsqu'on est en vacances, c'est pas du tout les mêmes temps d'animation. Donc, il faut tout revenir à la main chercher chaque petit automate. Et là, l'idée, c'est de tout recentraliser sur un bureau. Et comme ça évite de perdre du temps et d'oublier certaines animations qui auraient pu rester. Et est-ce qu'on garde les piscines qui ne sont pas couvertes alors les piscines pas couvertes, à Fougères, il y a un cas particulier, c'est qu'il y a une piscine extérieure qui est très exposée au vent. Donc c'est-à-dire que la consommation énergétique explose. Rien que pour 7 jours d'allumage de la piscine extérieure, il y a eu une hausse de consommation de 5%. Rien que 7 jours, 5%. Donc sur l'année entière. Donc on voit vraiment que la piscine extérieure consomme énormément. Et donc oui, il faudra prévoir, si vous avez des piscines qui sont en train d'être conçues, pensez à protéger du vent les bassins extérieurs. Et sinon, oui, couvrir la piscine extérieure, ça peut faire des gains énergétiques assez impressionnants. Même s'il y a la ventilation qui vient modérer. Oui, parce qu'il y a la ventilation intérieure du coup. Et oui. Mais pas autant que... Mais pour autant, les bassins extérieurs, il faut les couvrir pour économiser de l'énergie. Très bien. Sur les piscines, oui. Oui, je voulais juste dire un mot. Mon collègue en parle à l'instant. Les syndicats d'énergie ont pour la plupart porté des achats groupés d'énergie. Alors là, on ne parle pas d'économie d'énergie, mais on parle plutôt d'économie en euros. Et le fait que pour la plupart des syndicats, on ait porté ces achats groupés, ça a permis aussi à un certain nombre de piscines de rester ouvertes, puisque finalement, on a certains exploitants qui avaient traditionnellement un contrat P1, P2, P3 qui se sont retirés en disant moi, je ne peux plus vous fournir du gaz ou de l'électricité dans mon P1 parce que les prix du marché ne correspondent plus à l'accord qu'on a. Et finalement, en reprenant les piscines dans les bâtiments desservis par l'achat groupé d'énergie, beaucoup de syndicats d'énergie ont permis de maintenir les piscines ouvertes à des prix tout à fait intéressants. Alors, on ne parle pas d'économie d'énergie, mais on parle d'économie en euros, et c'est aussi fondamental quand on pense à ensuite pouvoir dégager des marges financières pour financer des travaux ultérieurs. J'aimerais revenir sur ces optimisations financières. C'est vrai qu'au CH de Fougères, il y a une chaufferie bois. Donc vraiment, l'objectif, c'était d'avoir un taux de couverture bois de 100%. Et ils y sont quasiment arrivés. Ils sont partis de 80%, et là, ils atteignent 99% de taux de couverture bois. Et donc, comment ils ont fait? Ils ont déjà juste amélioré la qualité du bois. Donc refuser des livraisons qui ne sont pas conformes, et ainsi le fournisseur se met aux normes. Et donc rien qu'avec ça, on a augmenté le taux de rendement de 10%. Et il y avait aussi du ramonage automatique, parce qu'à l'époque, la chaudière n'avait pas de ramonage automatique. Donc rien que ça a aussi augmenté le rendement de la chaudière bois. Et le bois, il vient d'où, juste? Le bois, il est local. Le bois est local. Donc c'est vraiment des comités d'agriculteurs qui viennent fournir ça, en fait. C'est bien de le préciser, parce qu'il ne faut pas qu'ils traversent non plus la moitié de l'Europe. Ah non. En vrai, on a une gestion du bois, en tout cas dans le pays de Fougères, qui est très respectueuse. Et justement, il y a le collectif Bois Bocage dans le 35 qui permet justement une bonne gestion des différents bocages. Et donc c'est les agriculteurs qui viennent récupérer ce bois-là, et après qui viennent le fournir aux différents. Il y a plusieurs EHPAD, le CH... des choses comme ça. Bon, on va un peu au-delà du sujet, mais toujours sur les piscines, je pourrais citer l'expérimentation que réalisent nos collègues du syndicat d'énergie de l'Oise, où ils ont couvert l'intégralité des abords d'une des piscines en panneaux solaires photovoltaïques au sol, avec 100% d'autoconsommation sur les infrastructures de cette piscine. L'opération vient de se terminer, et donc je pense que c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes, parce que souvent sur les piscines on a des délaissés, quand on a des piscines assez récentes, on a des délaissés autour de la piscine en espace vert, et c'est l'occasion de les optimiser facilement avec une installation solaire en autoconso. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qui vient d'être dit? Pascal Jeunesse, on a évoqué donc l'importance effectivement d'avoir cette économie circulaire. Est-ce que vous avez d'autres points? Non, pas particulièrement. Je préférais laisser la place effectivement aux collectivités pour montrer les exemples. On en a une multitude, parce qu'à travers les différents matériaux que l'on fournit pour faire ces rénovations, on intervient dans une grande majorité, comme je disais tout à l'heure, de segments de marché, mais je pense que la parole est plutôt aux collectivités qu'à l'industriel sur ce sujet.
Merci. Alors, je vous propose bien de vous passer aussi la parole. Il nous reste quelques minutes pour cette table ronde. Waouh, plein de mains qui se lèvent, c'est formidable. Mais écoutez, on va commencer avec vous. C'est la première que j'ai vue au milieu. Mais on aura le temps de traiter toutes les questions. Oui, bonjour. Thibaut Sébron, économe de flux dans une commune de Maine-et-Loire. Je voulais réagir sur la partie action finalement sans travaux lourds. Vous aviez évoqué de bon sens. Alors je voudrais juste combattre un peu ce terme-là parce que si c'était du bon sens, ça aurait déjà été fait partout. Et donc, comme ça n'en est pas, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que les actions paraissent être des actions de bon sens, effectivement, mais si elles n'ont pas été réalisées, c'est que finalement, elles ont besoin d'accompagnement. Et c'est là où les économes de flux ont tout leur sens. C'est qu'en fait, ces actions-là, elles sont pas si simples. Typiquement, on parle régulièrement de couper le chauffage en période d'inutilisation. Si l'usager n'a pas la possibilité de couper le chauffage quand il part, eh ben, le chauffage ne va pas être coupé. Il faut que ce soit automatique. Il faut que ça soit automatisé, ou alors il faut qu'il ait les commandes. Enfin, voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour ça. Juste après, pour faire un retour d'expérience, sur la commune, on s'est occupé d'un bâtiment de bureau cet hiver, alors qu'un petit bâtiment de bureau, mais qu'on retrouve dans plein de collectivités, qui accueille une trentaine de personnes. En s'attaquant justement à toute la consommation d'énergie finalement inutile, qui répond à aucun service énergétique à rendre aux utilisateurs. Donc le chauffage en période d'inoccupation, l'eau chaude sanitaire pour le lavage des mains, le chauffage dans les circulations. Voilà, on a coupé un certain nombre de services énergétiques qu'on a jugés collectivement finalement inutiles. On avait l'avantage d'avoir un système qui était pilotable bureau par bureau, donc on a pu programmer le chauffage en fonction de l'occupation vraiment de chacun des bureaux. Pour la partie climatisation en été, parce que c'est un bâtiment qui est aussi climatisé, on est passé sur un système où il n'y a pas de programmation, c'est l'utilisateur à la demande qui l'enclenche pour une durée temporisée, donc le système s'arrête automatiquement au bout d'une heure, et on a la même chose en chauffage sur tout ce qui est salle de réunion, salle de passage court finalement. Au lieu d'avoir une programmation toute la journée, c'est au moment où l'usager vient dans la pièce, il allume le chauffage s'il en a besoin, et une heure après ça se recoupe tout seul, et s'il est encore là et qu'il a encore besoin de chaud, il réenclenche. Ça s'est fait avec tous les systèmes qui étaient en place. Donc il y a eu 0 € investi dans le bâtiment, et on est à 35% d'économie d'énergie sur un an. Et qu'on a finalement tous les mois. Et donc ça, c'est sans travaux. Et en fait, cette plage d'économie d'énergie, effectivement, on peut aller la chercher dans quasiment tous les bâtiments, des 20, 30, 35%, 40% parfois d'économie d'énergie sans travaux. Mais ça demande un accompagnement fort, et c'est pas juste du bon sens. Donc ça peut apparaître comme du bon sens, mais sans accompagnement, ça ne fonctionne pas. C'est ça, parce que les techniques en place ne le permettent pas forcément. Voilà, ça demande vraiment un accompagnement. Un investissement qui est finalement pas si important que ça. Qui est sur du temps humain, qui est plutôt sur du temps humain que plus sur des travaux. Oui. Voilà. Ce qui n'empêche pas après d'aller faire des travaux pour aller chercher davantage d'économies quand c'est nécessaire, mais les collectivités n'auront pas les moyens d'investir dans tous les bâtiments assujettis des critères tertiaires typiquement, et donc il y a un vrai travail à faire sur ce volet-là. Et après les travaux auront lieu parce qu'il y a des bâtiments, ils se dégradent dans le temps, il y a la vétusté, donc il faudra intervenir sur certains bâtiments, et ce sera l'occasion à ce moment-là de traiter l'ensemble, l'enveloppe énergétique, etc. Merci pour ce retour. Il y avait une question. Là, voilà, on va vous passer la parole et ensuite Oui. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Sébastien Ilouz de la Banque des Territoires. Je suis responsable du pôle efficacité énergétique des bâtiments. Et je tenais tout d'abord à vous féliciter effectivement tous de ces exemples inspirants que vous présentez, parce que quand on retourne quelques années en arrière et qu'on imaginait ce programme acté tel qu'il pourrait être, toute cette dynamique n'existait pas. Et donc là, on voit quand même une dynamique indéniablement qui s'est installée dans les territoires, dans tous les territoires, ou quasiment tous les territoires. Et ça, quelque part, c'est une grande réussite. Après, il y a un autre défi qui est à relever, qui est celui de la massification. C'est-à-dire que là, on adresse le patrimoine public des collectivités, on est à peu près dans les 250 millions de mètres carrés. Alors, on voit bien que la dynamique est lancée, puis aussi on voit bien que quand on pose la question, mais alors décret tertiaire 2030, où est-ce que vous en êtes ? On a démarré, mais on n'y est pas encore. Donc ma question à moi, c'est est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire plus vite en faisant de la même manière, ou est-ce que
vous imaginez, voire vous avez déjà lancé, pratiqué d'autres modalités d'intervention pour pouvoir, comme vous l'avez fait sur la partie audit et ingénierie, sur la partie travaux, mutualiser, grouper, opérer différemment ces marchés pour pouvoir accélérer, parce qu'on voit bien qu'on a des difficultés pour recruter des économes de flux, on a des difficultés sur tous ces maillons de la chaîne, ce qui est normal. Donc comment vous faites pour imaginer cette accélération là qui va être nécessaire dans les années à venir? Et si vous avez des idées, vous pouvez les partager aussi. Ça, ce sera l'occasion notamment de l'atelier dans l'après-midi. Ah bah, un petit teasing. Ah d'accord. Très bien. Vous souhaitiez... Ouais. Alors, accélérer, mutualiser, bon, c'est vrai que nous, syndicats d'énergie, mutualiser surtout, c'est un mot qu'on connaît particulièrement, bien évidemment, et qui nous inquiète chaque jour. Bon, il ne faut pas oublier que nous aussi, on se heurte à un sujet qui s'appelle la commande publique dans la collectivité, et que certes, on pourrait faire des achats groupés, par exemple, de fournitures, pourquoi pas, ça pourrait être possible, mais quand une commune nous confie une opération, ben c'est une opération, et on peut difficilement grouper, on ne peut pas faire un accord cadre à bon de commande, par exemple, parce que chaque bâtiment est différent, chaque solution est différente, donc ça me semble un peu compliqué. Par contre, ce qu'on a fait pour accélérer, là par contre on a passé des accords cadres d'études, ça oui, de maîtrise d'œuvre. Là on peut le faire, dans la mesure où on a un mandat de maîtrise d'ouvrage, on peut utiliser ce marché, et là ça accélère, parce qu'on n'a pas la consultation à faire, on n'a pas un but à trouver, on l'a déjà. Sur les travaux, ça me paraît comme ça, mais je suis ouvert à la discussion, difficilement réalisable, parce que chaque opération est différente, parce qu'il y a des seuils de marché public à respecter, parce que c'est une opération différente, et que grouper, du coup, tout n'arrive pas en même temps, c'est très compliqué, quoi, voilà, à mon avis, mais je suis ouvert à toute solution. Oui, Alain Fontaine. Justement, nous, sur le département, alors c'est pas l'ALE qui porte, mais c'est plutôt le SDE 35 qui porte un service Sérène. Donc le but, c'est vraiment de massifier les travaux de rénovation énergétique sur le territoire et de simplifier la démarche pour les communes. Donc en gros, comment ça marche? Alors ce sera sûrement Isaac et Barnabé qui sont là-bas qui vont pouvoir répondre un peu mieux que moi, mais c'est vraiment en gros un tiers investisseur, une maîtrise d'ouvrage déléguée qui investit sur les travaux de rénovation énergétique à moins de 13 ans. Donc le but, c'est de faire marcher l'intracting là-dessus. Donc première étape, c'est ça, c'est faire les travaux à gain rapide et porter le plus facilement pour la commune. En gros, la commune, elle a juste besoin de signer et après de suivre de loin les travaux, et c'est fait. Et souvent, ça peut être juste pour de l'isolation des combles, souvent. C'est vraiment l'isolation des combles ou des petits travaux rapides, en fait. Après, le SDE 35 va aussi lancer des marchés d'audit, en fait, des marchés d'audit à bon de commande. Et donc là aussi, ça simplifie la démarche. En gros, c'est on simplifie en fait la démarche pour réaliser des audits énergétiques, parce que tout est déjà guidé pour la commune. Et nous, ça nous simplifie aussi la tâche. En fait, le travail que fait la SDE 35 simplifie le travail des économes de flux sur tout le territoire. Et il y a aussi, là, je pense qu'il va être très intéressant, c'est le marché d'audit CVC. Donc chauffage, ventilation, climatisation, où on voit que là, vraiment, il y a beaucoup de gains à faire sur l'optimisation des réglages, et comme vous le disiez, c'était éteindre quand il faut, mais donner les moyens d'éteindre quand il faut. Donc là, je pense, sur le département, on est bien lancé. Et donc on en saura plus cet après-midi sur l'atelier, c'est ça? Il nous reste 5 minutes avant de clôturer, donc le micro est déjà en main. Je vous vois si on a le temps encore pour une autre question. Je ne sais pas encore, ne donnez pas trop le micro trop vite. Allez-y. Bonjour, je suis Johan Mertz, économe de flux aussi sur Terre de Lorraine. Quand je vois les retours d'expérience que vous avez, c'est des rénovations assez lourdes que vous avez dû porter sur l'hôtel de ville. On a eu l'EHPAD et l'hôpital, la piscine. L'hôpital, oui. On verra les écoles cet après-midi. On a eu un établissement scolaire aussi également. Ça reste des bâtiments qui vont qui vont atteindre les objectifs de 2030, mais pour 60% d'économie, on est encore loin. Et pourtant, on sait très bien que ces bâtiments ne vont pas faire l'objet d'une rénovation dans les 5 prochaines années ou les 7 prochaines années. Comment traiter ça? Parce que nous, on a les mêmes problèmes. On atteint 40% facilement. Les 60%, ça a été un peu plus compliqué par rapport au plan de rénovation. Comment on passe de 40 à 60, voilà. Et les communes ont beaucoup de bâtiments. Ce n'est pas qu'un seul bâtiment qu'il faut rénover, c'est l'ensemble du parc, quoi. Même ceux qui ne sont pas soumis au décret tertiaire.
Allez, on essaie de vous répondre. Merci. Et si on peut prendre une autre question, on verra. Alors, juste pour parler de l'hôtel de ville, il y a un certain nombre de choses qu'on ne pourra pas faire puisque c'est un bâtiment classé. Donc, je pense qu'on demandera une dérogation. On a échangé récemment avec l'architecte des bâtiments de France. Oui, l'isolation par l'extérieur changerait quand même quelque part le... Une isolation par l'extérieur, des panneaux solaires, enfin voilà, des choses comme ça, c'est complètement inimaginable. En plus, il y a des éléments classés extérieurs et intérieurs. Donc typiquement, sur ce projet-là, je pense qu'on ne pourra pas faire plus. Et on sera contraint de peut-être demander une dérogation puisque le bâtiment est classé. La question des bâtiments classés, elle est quand même pas négligeable parce que, en tout cas, sur notre territoire, les bâtiments classés, c'est beaucoup de patrimoine des collectivités. On en a énormément et pas que des églises. On a des hôtels de ville, des bâtiments diverses et variés, des écoles même qui peuvent être classés. Et donc il y a cet enjeu-là. Et vu de moi, il y a aussi un vrai enjeu d'acculturation des architectes des bâtiments de France parce que la question de l'énergie en tout cas pour notre architecte des bâtiments de France, c'est pas forcément sa priorité. Peut-être une réponse en dehors des bâtiments classés, hôpital, EHPAD notamment. Oui, alors c'est pour ça qu'il y a aussi cette variante de valeur absolue. Des fois, c'est impossible de faire les moins 40 parce qu'on est déjà quand même très très bien. Donc il faut penser à cette valeur absolue-là déjà. Et après, c'est vrai que moins 40%, c'est souvent en fait sur les bâtiments qui sont un peu vieux, qui nécessitent une rénovation, donc on va y arriver. Et après, il faut se dire, les moins 60%, c'est en 2050 quand même. C'est dans 25 ans. Donc il faut prévoir, les travaux vont se faire dans 15 ans. Donc il faut se dire qu'il y a aussi plusieurs choses et il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas voir la montagne, il faut vraiment la gravir au fur et à mesure. Et vraiment, d'abord se focaliser. Il y aura peut-être des ruptures aussi, des innovations techniques qui vont oui, c'est ce que le décret tertiaire prévoit. On va voir ce qui va arriver. Bon. En fait, là, ce qu'il préconise, c'est les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur permettent d'y arriver. Mais pour ça, il faut avoir une bonne enveloppe et des planchers chauffants avec de la basse température. Il y a une négociation dans le fond, là. Alors, une micro-question, on a 2 minutes. Allez-y. Oui, bonjour, merci. Donc, Ecapol, Société Iterme Conseil, on fait partie du groupe Manergie. En fait, c'est une question, mais qui répond peut-être aussi à certaines préoccupations. 1 minute. Sur justement la question de la massification. Ouais. Est-ce que les CPE sur l'ensemble d'un patrimoine sont des solutions que vous considérez? Nous, on le fait sur certaines communes. On s'occupe vraiment de l'ensemble de leur patrimoine. Donc, ça leur permet de réduire la consommation sur l'ensemble de leur patrimoine sur tous les bâtiments qui pourraient être soumis notamment à un décret tertiaire. Alors, ça se bouscule sur la table ronde pour répondre à cette question. Je n'ai pas de retour, mais je pense que ça peut être très pertinent, en effet, de le faire. Après, il faut que ce soit un bon suivi, mais vraiment d'assurer la performance énergétique des travaux de rénovation. En fait, c'est un peu le service RN avec les temps de retour sur investissement de moins de 13 ans. En fait, ça revient un peu à la même chose. C'est d'assurer la performance pour avoir un temps de retour de moins de 13 ans. Donc, ça revient un peu à la même chose. Donc, je pense que oui, c'est très pertinent. Eh bien, un grand bravo à tous. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour vos réponses et à vous pour vos questions. On se retrouve. Alors, vous avez 10 minutes de pause pour recommencer vraiment avec la deuxième table ronde dans un quart d'heure précise. À tout à l'heure. Merci à vous.